Salut à toi. Vaste sujet que je vais aborder aujourd'hui, alors ne perdons pas plus de temps. Aujourd'hui, je vais te parler de Power Girl. Amiral Pator! Qu'y a-t-il, Smimis? Encore une anomalie due à un trou noir. Je crois que nous avons remonté le temps jusqu'au 21e siècle. En l'an 2015 plus précisément. Eh bien, ce n'est pas grave. Activez le convecteur temporel et rentrons à notre époque. Mais amiral, on a peut-être altéré le cours de l'histoire. Vous savez, la fameuse théorie du chaos. Si un voyageur du temps tue ne serait-ce qu'un papillon, la succession de causes et conséquences qui en résultent pourrait tout bouleverser. Ne vous inquiétez pas, Smith et Saucisse. Il n'y a pas de papillon dans l'espace. Amiral, Hans Glorg d'Andromède nous attaque. Eh bien, atomisez-le et rentrons à notre époque. Alors là, je suis sûr que tu te demandes « Mais enfin, pourquoi il me parle d'une héroïne de 3ème zone dont tout le monde se fout ?» Eh bien justement, je t'en parle parce que c'est une héroïne de 3ème zone dont tout le monde se fout, et puis parce que parler des héros pas connus, ça me donne l'air d'en savoir beaucoup sur les comics. Plus sérieusement, d'autres raisons m'ont évidemment poussé à m'intéresser davantage à ce personnage de l'univers DC. Déjà, c'est une héroïne, adulte, elle a un lien de parenté avec Superman assez particulier puisqu'elle en est sa cousine, enfin, la cousine d'un Superman d'une terre parallèle. J'aime bien les couleurs de son costume, et pourtant je trouve que c'est un des designs de costumes les plus moches que j'ai jamais vus. Ceci dit, Power Girl est un personnage intéressant à prendre comme point de départ de cette vidéo, puisque, tu l'auras sûrement remarqué, En même temps, on voit que ça. Power Girl possède une énorme perte. Vous voyez, amiral, nous avons modifié la réalité. J'ai vérifié dans nos archives et il se trouve que dans notre réalité originale, cet homme présentait ceci. Power Girl est un personnage intéressant à prendre comme point de départ de cette vidéo, puisque j'ai décidé de te parler continuité et rétro-continuité. Et alors? Mais ce n'est pas le sujet dont il parle dans cette nouvelle réalité. C'est affreux, énormément d'autres choses ont pu changer entre 2015 et maintenant. Nous avons altéré le cours du temps. Taisez-vous, Smithsus, et rediffusez le sujet précédent. C'était diablement intéressant. À vos ordres, amiral. Ceci dit, Power Girl est un personnage intéressant à prendre comme point de départ de cette vidéo, puisque, tu l'auras sûrement remarqué, En même temps, on voit que ça. Power Girl possède une énorme paire de... Et de là m'est donc venue cette réflexion, mais les femmes dans les comics ont toujours de gros seins, enfin sauf les petites filles et les adolescentes, quand même. Et de là m'est donc venue cette question. Tiens, mais comment sont traitées les femmes dans les comics? Alors, j'avais déjà ma petite idée sur la question. Une idée qui, après de multiples recherches et discussions, s'est plutôt confirmée. Mais on va le faire dans l'ordre. Tout d'abord, il est hors de question que je te fasse un cours magistral et exhaustif sur la situation de la femme dans les comic books. Déjà parce que cette vidéo durerait trop longtemps pour pouvoir être hébergée sur YouTube. Et puis parce que je m'en tiens à mon domaine de compétence qui est les comics de super-héros. Et en particulier ceux des Big Two que sont Marvel et DC. Donc, histoire de faire un titre exhaustif, quelle est aujourd'hui la situation des super-héroïnes dans les comic books de super-héros les plus mainstream, à savoir les super-héroïnes de chez Marvel et DC Comics, sachant que je suis un peu plus calé dans le DCverse et qu'il faut rattacher ça d'une manière ou d'une autre à Power Girl. Alors, ne t'en fais pas, toi viewer féminin qui regarde cette vidéo avec une pointe d'angoisse. Je sais et je vais rester correct. Hors de question de faire ici quelques blagues vaseuses ou déplacées. Cette vidéo est diffusée dans un cadre de respect Oh non. Tu sais Phil, je pense que ceux qui ne te connaissent pas ne comprennent pas pourquoi je réagis comme ça. Ils vont comprendre très vite, puisqu'ils en sont capables. Elle, par contre... Ok, donc c'est parti. Déjà, on va vite faire reposer les bases, ça fait jamais de mal. En 2 mots, qu'est-ce que le féminisme? Et non, Phil, ce n'est pas à toi que je pose la question. On va laisser une experte répondre à ta place. Ginger? J'aurais préféré que tu préviennes, en fait. Bon... Le féminisme est un mouvement qui milite pour l'amélioration et l'extension du rôle et des droits des femmes dans la société. Merci Ginger, bien sûr, tu interviens quand tu veux. Je te laisse avec Phil au bon soin de mon moi du futur qui monte l'épisode. T'inquiète, je gère. Alors, maintenant qu'on a rappelé les bases, une petite rétrospective s'impose. Partir à l'origine des super-héros américains, c'est revenir en cette belle année 1938, à la naissance du premier super-héros, Superman. Pour rappel, on pourra toujours chipoter et dire qu'il existait des super-héros avant lui. Mais on dit aussi que l'invention du cinéma, c'est français, alors que les frères Lumière n'ont fait qu'inventer un système de diffusion de masse sur quelque chose qui existait déjà auparavant. Le super-héros est autant américain que le cinéma est français. De 1938 à nos jours, j'ai donc divisé la représentation des super-héroïnes dans les comics à 4 périodes. Mais ça, c'est l'analyse à Bibi, hein.
t'en feras ce que tu voudras. Première période, de 1938 à 1954. C'est l'âge d'or des super-héros. Une nouvelle pop culture rafraîchissante émerge en même temps que la guerre. Les comics sont vendus à l'appel, les super-héros déclinés de toutes les façons possibles, et les lectrices en consomment en masse. Oui, j'ai dit les lectrices. À cette époque, ce sont davantage les filles qui lisent des comics. Car nous les hommes, nous nous abaissons pas à ce genre d'idiotie. On est bien trop occupés à sauver votre petit cul de la menace nazie. Ingrate. À cette époque, qu'elles soient issues de la haute société ou de la classe ouvrière, des super-héroïnes comme Phantom Lady, Miss Fury ou encore Black Canary sont des femmes fortes et déterminées à faire régner la justice à l'instar de leurs homologues masculins. Tout y est. La baston, les enquêtes, l'identité secrète, le costume sexy. Je te conseille par exemple de lire le numéro 41 d'All Star Comics. Disponible dans l'anthologie des super-vilains chez Urban Comics. Ce récit date de 1948 et est appréciable au regard du traitement de Black Canary dans cet épisode. La société de justice, qui réunit des héros comme les premiers Flash et Green Lantern, Wonder Woman et donc Black Canary, tombe dans un piège du gang mondial de l'injustice. Et c'est Black Canary qui sauve ses collègues de ce traquenard, faisant d'elle la véritable héroïne de l'épisode. Et pourtant, cette victoire ne repose en aucun cas sur le fait qu'elle soit une femme. D'ailleurs, et c'est ça que je trouve génial, il n'est fait aucune fois référence au fait qu'elle soit une femme. Elle est vraiment traitée à l'égal des hommes. Un super-héros sauve d'autres super-héros, point. On a là un parfait exemple de féminisme. Si ce mot te fait peur, tu peux le remplacer par anti-machiste, mais bon... Et pourtant, je te rappelle qu'on est en 1948. Mais si tu recherches une super-héroïne qui a été créée dans le but précis de représenter un idéal féminin auquel les petites filles peuvent s'identifier, tu as la plus connue des super-héroïnes... La reine Maëve. Putain, Phil. Bah quoi, c'est mon idéal féminin, moi. Je te parle d'une héroïne créée en 1941. La plus connue. Ah, Wonder Woman. T'es vraiment pas marrant, hein. Tiens, petite expérience. Si je te demande de me citer les créateurs de Superman, tu me dis... Jerry Siegel et Joe Shuster. Et ceux de Batman? Bob Kane et Bill Finger, bien sûr. D'accord, et si je te demande qui a créé Wonder Woman? Mais c'est vrai qu'on se souvient beaucoup moins de lui. Ou peut-être... d'elle. Non, de lui. Wonder Woman a été créée par William Moulton Marston, aidé par Harry George Peter pour les dessins. Retiens ce nom, William Moulton Marston. Et pas seulement parce qu'il a créé Wonder Woman, il est aussi le créateur du premier détecteur de mensonges. Ouais. Et qu'il a vraiment eu un mode de vie... particulier. Certains diraient même avant-gardiste. William Moulton Marston est un docteur en psychologie, défenseur de la cause féministe, et qui prenait le contre-pied de la majorité intellectuelle de l'époque en avançant l'idée que les comics pouvaient être utilisés comme support éducatif. Mais là où son rapport aux femmes sort vraiment de l'ordinaire, c'est qu'il partageait sa vie avec 2 femmes. Quoi? Oui, et elles étaient instruites, puisqu'elles ont chacune suivi de longues études, ce qui était plutôt rare pour une femme à l'époque. Ouais, on savait les tenir en ce temps-là. Il entretenait donc une relation ouverte et assumée par tout le monde, que ce soit par sa femme Elizabeth Holloway, que par sa maîtresse, Olive Byrne. Cette dernière était très proche du mouvement du contrôle des naissances qui prenait l'accès, la légalisation et l'éducation des citoyens à la contraception. Je te rappelle qu'on est dans les années 40 là. Ce ménage à 3 devint donc un ménage à plein. Quoi? Tu vas pas me dire qu'il avait tout un harem en plus? Non, il a juste eu des enfants avec 2 femmes qu'il respectait, qui le respectaient et qui se respectaient. D'ailleurs, à sa mort en 1947, ces 2 femmes resteront ensemble avec leurs enfants sous le même toit. Ouais. Marston avait vraiment une grande considération des femmes. Il a notamment déclaré que les femmes sont destinées à diriger le pays tant sur le plan politique qu'économique, et cela se produira dans les 100 prochaines années. Il a dit ça quand? En 1937. Bah alors les gonzesses, vous êtes où? Il vous reste plus que 22 ans, faut vous bouger, hein. Oh. Wonder Woman est donc une nouvelle représentation de la femme forte et indépendante qui est visuellement moins érotisée que ses comparses de l'époque. Aussi forte que Superman, elle combat aussi la menace nazie et sauvera à plusieurs reprises son love interest, Steve Trevor. Oui, ici les rôles sont inversés et les caricatures éloignées. Et d'ailleurs, elle arrivera plusieurs fois à dépasser les ventes de son homologue masculin, Superman. Bon, voilà le contexte de départ. La représentation de la femme à cette époque est plutôt positive, malgré des accoutrements déjà exagérés le plus souvent. Puis, la guerre se termine et les super-héros passent de mode. C'est la fin de l'âge d'or. Oui, mais nos super slips préférés vont retrouver un nouveau souffle à partir de 1956. Exact, c'est le début de l'âge d'argent, et de la deuxième période que j'ai repérée. Et c'est sensiblement à cette période, plus précisément en 1954, qu'un super vilain tout à fait réel fait son apparition. Un homme qui pourrait bien être la némésis de William Moulton Marston. J'ai nommé l'immonde Frederick Wertham. Ah oui, tu parles du psychiatre qui racontait que si Batman et Robin faisaient des missions ensemble en collant, c'est parce qu'ils étaient pédés? Je l'aurais pas dit comme ça, mais ouais, c'est lui. Dans son bouquin Seduction of the Innocent, Wertham va même plus loin, énonçant à propos de Wonder Woman: pour les garçons, Wonder Woman est une image effrayante. Pour les filles, elle est un idéal morbide. Wonder Woman a sa propre bande de groupies.
Ses adeptes sont les Holiday Girls, c'est-à-dire des filles homosexuelles. Wonder Woman se réfère à elles en disant « Mes filles, leur attitude vis-à-vis de la mort et du meurtre mélange la sensibilité des crimes comics et la timidité de douces petites filles. » Oui, en inuit, Vertam signifie Monsieur Caca. Et de là naît le fameux Comics Code Authority qui vise à ne plus publier que des récits politiquement corrects. Et quand je dis politiquement correct, c'est un euphémisme, puisque outre la violence moins démonstrative, la nudité interdite et les formes provocantes complètement cachées, DC en arrive même à réprimer le genre féminin. Je cite, « L'inclusion des femmes dans les histoires est spécifiquement déconseillée. Les femmes, lorsqu'elles sont utilisées dans la structure de l'intrigue, doivent être d'une importance secondaire. » Alors on peut plus voir de Lolo? Ah ouais, alors toi, c'est la seule chose qui t'emmerde là-dedans. Évidemment que non. Ah bah quand même. J'aime bien voir une belle cuisse de temps en temps aussi. Ah. Bon, du coup, quand les personnages féminins ne sont pas occupés à faire du shopping ou à rêver d'un bel homme avec une bonne situation et une belle baraque, elles peuvent quand même combattre le crime. Mais c'est surtout pour faire comme leur mari, plus que par besoin idéologique de rendre justice. D'ailleurs, Batwoman est créée à cette époque en juillet 1956. Et alors que Batman se bat avec des batarangs et un grappin, Batwoman, elle, se sert de super gadgets fashion, comme du rouge à lèvres à fumigène ou un parfum lacrymogène qu'elle garde dans son sac à main. Pour rester belle en toutes circonstances. Sois belle et tais-toi, c'est ça? Ah bah non, comment tu veux qu'elle me demande ce que je veux manger le soir si elle parle pas? Bref, de 1954 à 1967, c'est donc la période de la femme au foyer, destinée à un mari pour lequel elle devra se montrer aimante et serviable. Mais il se passe quoi en 1967? Eh bien c'est le début de la troisième période, marquée par l'arrivée d'un autre personnage de la Bat Family. Car même si Batwoman est représentative d'idées conservatrices et réactionnaires qui paraissent totalement aberrantes aujourd'hui, quoique, eh bien la femme libérée et débrouillarde qui ira à l'encontre de cette idée n'est autre que Batgirl. On assiste alors à l'émergence de deux tendances. Tout d'abord, c'est un retour de la femme libérée et indépendante, à l'instar de Black Widow chez Marvel ou Batgirl chez DC justement. Black Canary est toujours là, avec son caractère bien trempé. Elle est à cette époque mariée à Green Arrow, qu'elle remet souvent à sa place lorsqu'il se risque à quelques réflexions de faux gentleman. Mais on a aussi Wonder Woman qui se voit à l'époque privée de ses pouvoirs pour devenir une sorte d'espionne maîtresse en arts martiaux. Ouais. Je t'ai dit qu'on était en 1968 là? Officiellement, elle a ouvert une boutique de mode. Et oui, certains clichés restent tenaces à cette époque. Attends une minute. Quoi? Tu me parles de plein de personnages là, mais j'arrive pas trop à les situer par rapport à ton thème. C'est-à-dire? Bah, j'arrive pas à savoir si elles ont des petits ou des gros lolos. Non mais c'est pas ça le thème. Le thème c'est les super-héroïnes dans le... Il me faut un boubomètre. Un quoi? Un boubomètre avec l'âge de l'héroïne en abscisse et la taille des pamplemousses en ordonnée. Mais t'es un grand malade, toi. Bon, en tout cas, Power Girl, elle est facile à placer. Bon, allez, enchaîne. T'attends que tes spectatrices soient ménopausées ou quoi? Bon. La deuxième tendance née à cette époque est beaucoup moins positive envers la jante féminine, que ce soit dans les idées qu'elle véhicule que dans le sort réservé à ces femmes. Je vais prendre l'exemple de deux histoires pour te montrer ce qui cloche. On a tout d'abord le numéro 83 des Avengers publié en décembre 70. Il nous présente les Libératrices, une sorte d'équipe de vengeurs exclusivement féminine composée de la Guêpe, Black Widow, Medusa, Scarlet Witch et une nouvelle venue, Valkyrie. Alors comme ça, on pourrait dire qu'une nouvelle équipe de vengeurs, ou plutôt de vengeresses, est plutôt une bonne idée. Sauf que la création de cette équipe se fait au détriment des Vengeurs d'origine. Pire encore, Valkyrie se révèle être leur ennemie, l'Enchantresse, qui veut prendre le pouvoir sur les hommes. Chez DC, on a plus ou moins le même propos dans le récit Comment combattre un cauchemar, un récit du tandem culte Green Lantern Green Arrow. Un tandem mené par Dennis O'Neil et Neil Adams qui ne cesse de confronter l'Amérique à ses propres contradictions. Comme les dangers de la drogue, les sectes, les inégalités en tout genre. J'en ai déjà parlé dans le numéro 5 de Voilà de quoi je te parle, à voir ici. Des Amazones, dupées par un sorcier, cherchent à prendre leur revanche sur les hommes. Il faudra l'intervention de Black Canary pour leur montrer que non, tous les hommes ne sont pas des salauds machistes. Bref, quand elles ne se font pas mener en bateau, les femmes de ces récits ont juste un esprit trop obtus pour avoir une bonne morale. Elles cherchent justement à se rebeller alors que la logique voudrait que la femme devienne l'égale de l'homme et pas sa supérieure. Ce qui est bien avec le montage, cher viewer, c'est que je ne suis pas obligé de te faire subir ces conneries. Pourtant leurs constats ne sont pas mensongers. À cette époque, Non. Pourquoi je dis à cette époque? il y a bien un problème d'égalité homme-femme, d'un machisme ambiant d'une manière générale que ces histoires veulent relever. Mais les solutions que ces personnages proposent, à savoir une domination des hommes par les femmes, sont complètement à mettre à leur discrédit. C'est en quelque sorte l'arrivée des féminazis dans le monde des comics.
À côté de ça, les tenues de ces dames deviennent plus légères, plus sexy, les formes plus généreuses, et au tout début de l'année 1976, dans le numéro 58 d'All Star Comics, débarque Power Girl. Jerry Conway l'a imaginé, Rick Estrada et Wallywood l'ont dessiné. À l'instar de Black Canary, Power Girl est une femme au fort caractère, touchant du doigt l'espoir d'un monde dans lequel hommes et femmes seraient placés sur le même pied d'égalité. Mais Power Girl souffre d'un énorme paradoxe. Tu veux dire deux énormes paradoxes? Oui, voilà, mais c'était pas tant la taille de sa poitrine qui me pose problème. Mais si tu me permets, j'y reviens dans quelques minutes. Il me reste une période à traiter avant ça. Oula, attends, tu veux pas nous en dire un peu plus? C'est qui Power Girl exactement? Non, faut vraiment que j'avance là. Je reviendrai sur l'histoire de ce personnage dans un autre épisode. Et pour être honnête, j'ai même la drôle de sensation de l'avoir déjà fait. Mais sans vraiment m'en souvenir. J'aimerais n'avoir jamais inventé cette machine infernale. Ce n'est pas vous qui avez inventé la machine à voyager dans le temps, amiral. Certes. Mais elle fout le bordel, là, quand même. La 4e période se démarque un peu moins de celle que je viens d'aborder parce qu'elle n'est en quelque sorte qu'une exagération de celle-ci, à savoir d'un retour du féminisme dans le vrai sens du terme et d'une sexualisation certaine des personnages au niveau visuel. Elle commence en 1992 avec l'arrivée d'Image Comics, un nouvel éditeur censé concurrencer DC et Marvel, notamment au niveau du droit des auteurs sur leur création. Vaste sujet, ça aussi. Et un contenu beaucoup plus débridé, que ce soit au niveau de la violence que du sexy. Phil ? Je viens de dire sexy, là, t'as aucune remarque à faire ? Chez DC et Marvel aussi, on assiste à une augmentation de la masse mammaire de leurs personnages féminins, dans des costumes toujours plus serrés et dans des positions toujours plus lascives. A contrario, nous avons Ginny Sparks du label Wildstorm. Elle a été créée dans les années 90 par Warren Ellis, mais elle reste une des rares exceptions qui confirme la règle. Mais là où ça devient intéressant, c'est au niveau des scénarios et surtout de la psychologie des personnages. On assiste par exemple à partir de 1996 au regroupement des Birds of Prey et de leur déclinaison grâce à Chuck Dixon. Au départ, elles ne sont que deux. Oracle, l'ancienne Batgirl, une femme brisée se déplaçant désormais en fauteuil roulant à cause du Joker. Elle a réussi à surmonter ce handicap et est un des plus grands génies informatiques de la planète. Elle a en plus bénéficié d'un entraînement spécialisé en arts martiaux grâce à un certain Richard Dragon. Et on a donc également Black Canary, la femme forte par excellence qui a aussi subi un traumatisme lui ayant fait perdre ses pouvoirs. Mais comme elle aussi c'est une experte en arts martiaux, bah ça va, elle s'en sort. Les Birds of Prey, c'est une ambiance à la James Bond pour une équipe exclusivement composée de femmes. Tu la vois la géniale contradiction ? Les récits ne tournent pas forcément autour du fait qu'elles soient femmes, et quand c'est le cas, ce sont elles qui mènent la danse. Elles savent se défendre. On en revient au souci d'égalité que prenait Wonder Woman dans les années 40. Plus récemment, on peut citer Batwoman qui n'a plus rien à voir avec son homologue des années 50. En effet, Kate Kane, malgré ses excellents états de service, est radiée du corps des Marines à cause de son homosexualité. Chez Marvel, c'est Miss Marvel qui a récemment fait parler d'elle. Elle est jeune, c'est une femme, et elle est musulmane. Et elle est rousse, autiste, bisexuelle, unijambiste, fille de deux papas divorcés, T'as un autre critère pouvant plaire aux journalistes qui pourrait parler de cette héroïne à tout le monde et ainsi faire grimper les ventes ? Bon, malgré cette phrase extrêmement longue, j'ai compris l'ironie. T'es un peu mauvaise langue là quand même. Un tout petit peu. Ouais, un tout petit peu. Tout petit. Ouais, tout petit. Bref, et encore plus récemment, on assiste même à un changement de sexe de certains personnages. Chez DC, on peut citer Atom ou Red Tornado par exemple. Et chez Marvel, c'est le grand Thor qui se voit couper la tribu et pousser les obus. Des changements plus ou moins judicieux, au risque de privilégier le coup de pub et le buzz à la bonne histoire. Pour résumer tout ça, et si l'on accepte la douloureuse période allant de 1954 à 1967, les comic books sont plutôt bienveillants à l'égard de la femme et de sa place dans la société. Cependant, tout n'est pas rose au royaume des super-héroïnes. On peut notamment déplorer que la plupart des personnages féminins, qu'il s'agisse de Batgirl, Supergirl, She-Hulk ou encore Spider-Woman, ne sont que des déclinaisons de personnages masculins préexistants, et que même si elles ont par la suite eu droit à leur propre publication, elles sont longtemps restées dans l'ombre de leurs homologues masculins. Ces derniers mois, plusieurs collections mettant en avant des personnages féminins au premier plan ont été éditées, qu'il s'agisse de l'excellente Harley Quinn ou de Miss Marvel qui a le mérite de ne pas être un personnage blanc et athée comme on a beaucoup trop l'habitude d'en voir. Hein les gars ? Oui, c'est vrai. Disons que c'est pas faux. J'ai mon orgueil quand même, merde. Le problème vient surtout de leur représentation visuelle, toujours sexy et sexualisée. Si tu regardes bien, tu ne trouveras pas de femmes sans poitrine chez les super-héroïnes. Ou alors c'est qu'elles sont mineures. Alors certes, les hommes sont aussi représentés avec des formes qui tendent vers un certain érotisme, mais ils doivent davantage leur corps à un travail sur leur physique plutôt qu'à un don de la nature. Cette érotisation des femmes peut être mise en parallèle avec la question de l'homosexualité dans les comics.
car au-delà du sexe des protagonistes, se pose la question de la diversité au sein même des comics. En 2012, côté Marvel, les personnages de North Star et Kyle Jinadu sont passés devant le maire, faisant d'eux le premier couple homosexuel marié de la maison d'édition. Chez DC Comics, c'est Alan Scott, alias Green Lantern, qui a révélé son homosexualité la même année. Ces annonces successives ont d'ailleurs amené 1 Million Moms, une association conservatrice américaine, à déclarer « Malheureusement, les enfants sont exposés à l'homosexualité de plus en plus tôt. On pensait que les comics seraient bien l'un des derniers endroits où un parent s'attendrait à ce que son enfant soit confronté à ces sujets. Les enfants ne savent pas ce qu'hétérosexualité ou homosexualité veulent dire, mais DC Comics et Marvel se servent de leurs super-héros pour semer le trouble. » Ceci dit, cette ouverture d'esprit est à nuancer. En 2013, Eden Blackman et G.H. Williams, co-scénaristes et dessinateurs sur la série DC Batwoman, démissionnent de leur poste après que la maison d'édition ait refusé à son héroïne de se marier avec Maggie, une policière de Gotham. Marvel est historiquement plus ouvert d'esprit que DC. On peut entre autres citer les X-Men, qui sont souvent vus comme une allégorie de l'homosexualité. En témoigne la scène où Iceberg, dans X-Men 2, révèle à ses parents ses pouvoirs de mutant, scène qui fait beaucoup trop penser à un coming out pour que ce ne soit pas évident. Et si ça ne vous suffisait pas, sachez qu'il a été réalisé par Bryan Singer, qui prend un malin plaisir à caler des références homosexuelles dans à peu près tout ce qu'il fait. L'apparition d'homosexuels dans les BD américaines est timide mais se démocratise de plus en plus depuis une vingtaine d'années. Néanmoins, on y voit beaucoup plus de lesbiennes que d'hommes gays. Et alors que les auteurs ne se privent pas pour nous mettre une scène de sexe lesbien entre Batwoman et Maggie Sawyer, eh bien pour Alan Scott, on a juste le droit à un simple baiser entre lui et son compagnon. Son compagnon qui ne tardera pas à mourir d'ailleurs, laissant Green Lantern libre de toute relation qui pourrait en gêner plus d'un aux États-Unis du puritanisme. Ne nous mentons pas, le sexe fait vendre et le sexe entre deux femmes aguiche pas mal d'adolescents boutonneux friands de comics. Alors disons que c'est un mal pour un bien puisque le visuel est le premier contact qu'on a avec un comic book. Si le dessin donne envie et que le propos qu'il y a derrière est intelligent et bien construit, eh bien on peut se dire que les geeks de 15 ans en pleine construction apprendront à mettre leurs clichés de côté et à s'ouvrir sur le monde. Peut-être. Mais bon, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'afficher autant de boobs pour montrer que les femmes sont justement autre chose que des boobs ? Et Power Girl dans tout ça ? Je te rappelle que c'était ton point de départ quand même. Et elle va donc être mon point d'arrivée. On pourrait penser que la poitrine et l'allure de Power Girl parasitent un certain message féministe. Et pourtant, la récente série écrite par Justin Gray et Ginny Palmiotti et dessinée par la femme de ce dernier, Amanda Conner, utilise le physique de Power Girl à son avantage. Ils n'ont pas essayé de réduire ses proportions et le font même mentionner plusieurs fois par Power Girl elle-même. Personnellement, je l'ai pris comme un message directement adressé au lecteur. On est comme on est. Assume tes formes et tu seras bien dans ta peau. Mais n'oublie pas que tu es autre chose qu'un physique. Alors, je te l'avoue, au début, tout ceci m'a un peu gêné. Le fait qu'en lieu et place d'un insigne, Power Girl a un trou dans son costume. Pire, à la moitié du tome 2, un super vilain lui impose sur la poitrine un dispositif censé neutraliser ses pouvoirs. Le symbole est clair, ses pouvoirs proviennent de son décolleté. Mais au bout du compte, et après m'être renseigné sur les auteurs... On en revient toujours aux auteurs de toute façon. Et après avoir vu le second degré assumé dans ces deux albums... Eh bien, après tout, ça reste assez anodin. Les thèmes féministes sont là, mais le ton reste assez léger. Ce comic book ne se veut pas un exemple absolu d'œuvre féministe. La Power Girl de Gray, Palmiotti et Conner, c'est de l'action, de l'humour et des... C'est aussi ça les super-héroïnes dans les comics. Lorsque Wally Wood était aux commandes d'All Star Comics, il pensait que les éditeurs ne faisaient pas vraiment attention à son travail, et de numéro en numéro, il augmentait la taille de bonnet de Power Girl. Au bout d'une huitaine de numéros, les éditeurs se sont rendus compte de la blague de Woods et ont décidé de conserver les mensurations de Power Girl. Alors ceci dit, cette histoire reste une légende. Je ne dis pas qu'elle est fausse, mais tout le monde n'est pas certain de sa véracité. Dans tous les cas, c'est devenu en quelque sorte sa marque de fabrique, ce qu'on peut voir ou bien comme un pied de nez aux éditeurs, ou bien comme une forme ancestrale de sexisme qui veut que le seul intérêt d'un personnage féminin réside dans sa poitrine. Ce qui nous fait nous poser une question, le personnage de Power Girl est-il insultant envers les femmes ? Un bon nombre de personnages féminins sont représentés comme des figures fortes, charismatiques et, disons-le, carrément badass. Je peux vous citer Black Widow ou Harley Quinn, qui, si elles ont effectivement des mensurations peu crédibles, n'en sont pas moins des personnages cool avec une vraie personnalité. Reste que bien des protagonistes féminins sont dessinés comme des symboles sexuels ambulants avec des pouvoirs sympatoches, mais globalement incapables d'ouvrir une porte sans faire une danse du ventre. Pour ma part, je lis pas mal de comics et je ne peux que me réjouir de voir que les personnages féminins, bien que moins nombreux que leurs homologues masculins, sont très présents dans les productions actuelles, toutes maisons d'édition confondues. Cette représentation de la femme, on peut l'expliquer par le très faible taux d'employés féminines dans ces fameuses maisons d'édition. Selon une étude publiée en août 2014, DC emploie ainsi 10,1% de femmes et Marvel 12%. Mais je pense que le monde du comics souffre des mêmes maux que le monde du jeu vidéo, à savoir que les éditeurs ont une idée bien précise de leur public qui est totalement déconnectée de la réalité. De la même façon qu'un certain nombre d'éditeurs de jeux vidéo continuent de voir leur public comme un tas de préadolescents qui ne sont là que pour voir du nichon et de la fesse, il est possible que les super-héroïnes continuent d'être représentées comme des
sex symboles parce que les maisons d'édition voient leurs lecteurs uniquement comme de jeunes hommes hétérosexuels et obsédés. Ce qui est légèrement insultant. Ouais, je suis pas jeune, moi. Merci Ginger. Donc ça va, les super-héroïnes sont au final bien traitées dans les comic books. Eh bien, je suis aussi de cet avis. Ça n'a pas toujours été rose et Ginger vient de nous montrer que des écueils subsistent bel et bien. Mais globalement, à l'heure actuelle, DC et Marvel sont plutôt bienveillants à l'égard des femmes. En tout cas, elles sont bien mieux traitées dans ces comics que dans d'autres médias populaires. Allô? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? On regrettera juste que le bonnet C ou supérieur soit un critère obligatoire pour faire équipe avec un Superman ou un Captain America. Ah, et oh, avoue que t'aimes bien mater quand même. Ah mais, tu connais la nouvelle Power Girl? La nouvelle Power Girl? Oui, elle. Et regarde où elle est placée dans mon graphique. Oh, sympa. Comme quoi, il y a de l'espoir. Si tu veux approfondir le sujet, je t'invite vivement à consulter le blog de The Lesbian Geek, notamment son article intitulé La Conférence. Je la remercie énormément pour son aide et pour m'avoir permis de pomper honteusement son article consacré aux super-héroïnes. Je t'invite à le lire entièrement, il est plus complet que cette vidéo et contrairement à moi, elle sait vraiment de quoi elle parle. Je t'invite aussi à savourer les pages de DC Cover Girls qui, comme son nom l'indique, regroupent de nombreuses couvertures mettant en scène les figures féminines emblématiques de chez DC Comics. Comme d'hab, tous les liens se trouvent dans la description sous cette vidéo. Alors attention, pour ce numéro, pas mal de remerciements que je tiens à dire de vive voix. J'ai déjà remercié The Lesbian Geek précédemment, mais je le refais encore. Merci à Matt, Yanda et Chris pour nos échanges passionnés sur le sujet et pas du tout misogynes. Allez voir leurs chaînes, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Merci à Laurent pour m'avoir fait découvrir la nouvelle Power Girl. D'ailleurs, Lee Foxboy, c'est bien. Un grand merci à ma petite Jackie pour son aide, franchement les femmes c'est vraiment bien. Et enfin, énorme merci à Ginger et Phil pour leur participation. J'espère que tu iras jeter un œil à leur chaîne si c'est pas déjà fait. De rien. Par contre, t'as pas été très cool avec Phil, hein. Tu lui as fait dire n'importe quoi. Ouais, t'es vraiment un salopard, hein. On va croire que je suis un immonde machiste à cause de toi. Non, je tiens à rétablir la vérité. Comme l'a dit ce grand poète Julien Clerc, femme, je vous kiffe de ouf. Et bien voilà la vérité rétablie. N'oublie pas de t'abonner, de commenter pour débattre et donner ton avis sur le sujet ou sur la qualité de la vidéo. Partage-la d'ailleurs massivement autour de toi. Tu peux aussi me filer un coup de main sur Tipeee et si le cœur t'en dit, tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux comme par exemple Facebook et Twitter. Comme je le disais tout à l'heure, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Oh mais, j'y pense. Qu'y a-t-il? Smituti. Cet homme, c'est celui que nous avons transmuté par erreur dans le corps de celui-ci. Et alors? En remontant le flux quantum de notre dernier voyage et en nous synchronisant sur son signal résiduel, nous pouvons faire en sorte de repérer la fracture du continuum et même de la corriger pour réunir le double flux de réalité en un amalgame viable. Pour faire simple, c'est comme si nous mettions un morceau de néo-scotch sur les deux continuités que nous avons créées afin qu'il n'en reste plus qu'une. Les deux réalités coexisteront mais personne n'en aura conscience. Pas même nous. Très bien. Faites comme bon vous semble. À vos ordres, amiral. Capitaine Eastman, engagez le protocole DC-52. Amiral, nous avons réussi. Encore une aventure rondement menée. D'un énorme paradoxe. Tu veux dire deux énormes paradoxes? Oui voilà, mais c'était pas tant la taille de sa poitrine qui me pose problème. Mais si tu me permets, j'y reviens dans quelques minutes. Il me reste une période à traiter avant ça. Oula, attends, tu veux pas nous en dire un peu plus? C'est qui Power Girl exactement? Non, faut vraiment que j'avance là. Je reviendrai sur l'histoire de ce personnage dans un autre épisode. Et pour être honnête, j'ai même la drôle de sensation de l'avoir déjà fait. Mais sans vraiment m'en souvenir. J'aimerais n'avoir jamais inventé cette machine infernale. Ce n'est pas vous qui avez inventé la machine à voyager dans le temps, amiral. Certes. Mais elle fout le bordel, là, quand même. La quatrième période se démarque un peu moins de celle que je viens d'aborder parce qu'elle n'est en quelque sorte qu'une exagération de celle-ci, à savoir d'un retour du féminisme dans le vrai sens du terme et d'une sexualisation certaine des personnages au niveau visuel. Elle commence en 1992 avec l'arrivée d'Image Comics, un nouvel éditeur censé concurrencer DC et Marvel, notamment au niveau du droit des auteurs sur leur création. Vaste sujet, ça aussi. Et un contenu beaucoup plus débridé, que ce soit au niveau de la violence que du sexy. Phil ? Je viens de dire sexy, là, t'as aucune remarque à faire ?
Chez DC et Marvel aussi, on assiste à une augmentation de la masse mammaire de leurs personnages féminins, dans des costumes toujours plus serrés et dans des positions toujours plus lascives. A contrario, nous avons Jenny Sparks du label Wildstorm. Elle a été créée dans les années 90 par Warren Ellis, mais elle reste une des rares exceptions qui confirme la règle. Mais là où ça devient intéressant, c'est au niveau des scénarios et surtout de la psychologie des personnages. On assiste par exemple à partir de 1996 au regroupement des Birds of Prey et de leur déclinaison grâce à Chuck Dixon. Au départ, elles ne sont que deux. Oracle, l'ancienne Batgirl, une femme brisée se déplaçant désormais en fauteuil roulant à cause du Joker. Elle a réussi à surmonter ce handicap et est un des plus grands génies informatiques de la planète. Elle a en plus bénéficié d'un entraînement spécialisé en arts martiaux grâce à un certain Richard Dragon. Et on a donc également Black Canary, la femme forte par excellence qui a aussi subi un traumatisme lui ayant fait perdre ses pouvoirs. Mais comme elle aussi c'est une experte en arts martiaux, bah ça va, elle s'en sort. Les Birds of Prey, c'est une ambiance à la James Bond pour une équipe exclusivement composée de femmes. Tu la vois la géniale contradiction? Les récits ne tournent pas forcément autour du fait qu'elles soient femmes, et quand c'est le cas, ce sont elles qui mènent la danse. Elles savent se défendre. On en revient au souci d'égalité que prenait Wonder Woman dans les années 40. Plus récemment, on peut citer Batwoman qui n'a plus rien à voir avec son homologue des années 50. En effet, Kate Kane, malgré ses excellents états de service, est radiée du corps des Marines à cause de son homosexualité. Chez Marvel, c'est Miss Marvel qui a récemment fait parler d'elle. Elle est jeune, c'est une femme, et elle est musulmane. Et elle est rousse, autiste, bisexuelle, unijambiste, fille de deux papas divorcés. T'as un autre critère pouvant plaire aux journalistes qui pourraient parler de cette héroïne à tout le monde et ainsi faire grimper les ventes? Bon, malgré cette phrase extrêmement longue, j'ai compris l'ironie. T'es un peu mauvaise langue là quand même. Un tout petit peu. Ouais, un tout petit peu. Tout petit. Ouais, tout petit. Bref, et encore plus récemment, on assiste même à un changement de sexe de certains personnages. Chez DC, on peut citer Atom ou Red Tornado par exemple. Et chez Marvel, c'est le grand Thor qui se voit couper la tribu et pousser les obus. Des changements plus ou moins judicieux, au risque de privilégier le coup de pub et le buzz à la bonne histoire. Pour résumer tout ça, et si l'on accepte la douloureuse période allant de 1954 à 1967, les comic books sont plutôt bienveillants à l'égard de la femme et de sa place dans la société. Cependant, tout n'est pas rose au royaume des super-héroïnes. On peut notamment déplorer que la plupart des personnages féminins, qu'il s'agisse de Batgirl, Supergirl, She-Hulk ou encore Spider-Woman, ne sont que des déclinaisons de personnages masculins préexistants, et que même si elles ont par la suite eu droit à leur propre publication, elles sont longtemps restées dans l'ombre de leurs homologues masculins. Ces derniers mois, plusieurs collections mettant en avant des personnages féminins au premier plan ont été éditées, qu'il s'agisse de l'excellente Harley Quinn ou de Miss Marvel qui a le mérite de ne pas être un personnage blanc et athée comme on a beaucoup trop l'habitude d'en voir. Hein les gars? Oui, c'est vrai. Disons que c'est pas faux. J'ai mon orgueil quand même, merde. Le problème vient surtout de leur représentation visuelle, toujours sexy et sexualisée. Si tu regardes bien, tu ne trouveras pas de femmes sans poitrine chez les super-héroïnes. Ou alors c'est qu'elles sont mineures. Alors certes, les hommes sont aussi représentés avec des formes qui tendent vers un certain érotisme, mais ils doivent davantage leur corps à un travail sur leur physique plutôt qu'à un don de la nature. Cette érotisation des femmes peut être mise en parallèle avec la question de l'homosexualité dans les comics. Car, au-delà du sexe des protagonistes, se pose la question de la diversité au sein même des comics. En 2012, côté Marvel, les personnages de North Star et Kyle Jinadu sont passés devant le maire, faisant d'eux le premier couple homosexuel marié de la maison d'édition. Chez DC Comics, c'est Alan Scott, alias Green Lantern, qui a révélé son homosexualité la même année. Ces annonces successives ont d'ailleurs amené One Million Moms, une association conservatrice américaine, à déclarer « Malheureusement, les enfants sont exposés à l'homosexualité de plus en plus tôt. On pensait que les comics seraient bien l'un des derniers endroits où un parent s'attendrait à ce que son enfant soit confronté à ces sujets. Les enfants ne savent pas ce qu'hétérosexualité ou homosexualité veulent dire, mais DC Comics et Marvel se servent de leurs super-héros pour semer le trouble. » Ceci dit, cette ouverture d'esprit est à nuancer. En 2013, Eden Blackman et G.H. Williams, co-scénaristes et dessinateurs sur la série DC Batwoman, démissionnent de leur poste après que la maison d'édition ait refusé à son héroïne de se marier avec Maggie, une policière de Gotham. Marvel est historiquement plus ouvert d'esprit que DC. On peut entre autres citer les X-Men, qui sont souvent vus comme une allégorie de l'homosexualité. En témoigne la scène où Iceberg, dans X-Men 2, révèle à ses parents ses pouvoirs de mutant, scène qui fait beaucoup trop penser à un coming out pour que ce ne soit pas évident. Et si ça ne vous suffisait pas, sachez qu'il a été réalisé par Bryan Singer, qui prend un malin plaisir à caler des références homosexuelles dans à peu près tout ce qu'il fait. L'apparition d'homosexuels dans les BD américaines est timide mais se démocratise de plus en plus depuis une vingtaine d'années. Néanmoins, on y voit beaucoup plus de lesbiennes que d'hommes gays. Et alors que les auteurs ne se privent pas pour nous mettre une scène de sexe lesbien entre Batwoman et Maggie Sawyer, eh bien pour Alan Scott, on a juste le droit à un simple baiser entre lui et son compagnon.
Son compagnon qui ne tardera pas à mourir d'ailleurs, laissant Green Lantern libre de toute relation qui pourrait en gêner plus d'un aux États-Unis du puritanisme. Ne nous mentons pas, le sexe fait vendre et le sexe entre deux femmes aguiche pas mal d'adolescents boutonneux friands de comics. Alors disons que c'est un mal pour un bien puisque le visuel est le premier contact qu'on a avec un comic book. Si le dessin donne envie et que le propos qu'il y a derrière est intelligent et bien construit, eh bien on peut se dire que les geeks de 15 ans en pleine construction apprendront à mettre leurs clichés de côté et à s'ouvrir sur le monde. Peut-être. Mais bon, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'afficher autant de boobs pour montrer que les femmes sont justement autre chose que des boobs ? Et Power Girl dans tout ça ? Je te rappelle que c'était ton point de départ quand même. Et elle va donc être mon point d'arrivée. On pourrait penser que la poitrine et l'allure de Power Girl parasitent un certain message féministe. Et pourtant, la récente série écrite par Justin Gray et Jimmy Palmiotti et dessinée par la femme de ce dernier, Amanda Conner, utilise le physique de Power Girl à son avantage. Ils n'ont pas essayé de réduire ses proportions et le font même mentionner plusieurs fois par Power Girl elle-même. Personnellement, je l'ai pris comme un message directement adressé au lecteur. On est comme on est. Assume tes formes et tu seras bien dans ta peau. Mais n'oublie pas que tu es autre chose qu'un physique. Alors, je te l'avoue, au début, tout ceci m'a un peu gêné. Le fait qu'en lieu et place d'un insigne, Power Girl a un trou dans son costume. Pire, à la moitié du tome 2, un super vilain lui appose sur la poitrine un dispositif censé neutraliser ses pouvoirs. Le symbole est clair, ses pouvoirs proviennent de son décolleté. Mais au bout du compte, et après m'être renseigné sur les auteurs, On en revient toujours aux auteurs de toute façon. et après avoir vu le second degré assumé dans ces deux albums, eh bien, après tout, ça reste assez anodin. Les thèmes féministes sont là, mais le ton reste assez léger. Ce comic book ne se veut pas un exemple absolu d'œuvre féministe. La Power Girl de Gray, Palmiotti et Conner, c'est de l'action, de l'humour et des... C'est aussi ça, les super-héroïnes dans les comics. Lorsque Wallywood était aux commandes d'All Star Comics, il pensait que les éditeurs ne faisaient pas vraiment attention à son travail, et de numéro en numéro, il augmentait la taille de bonnet de Power Girl. Au bout d'une 8aine de numéros, les éditeurs se sont rendus compte de la blague de Woods et ont décidé de conserver les mensurations de Power Girl. Alors, ceci dit, cette histoire reste une légende. Je ne dis pas qu'elle est fausse, mais tout le monde n'est pas certain de sa véracité. Dans tous les cas, c'est devenu en quelque sorte sa marque de fabrique, ce qu'on peut voir ou bien comme un pied de nez aux éditeurs, ou bien comme une forme ancestrale de sexisme qui veut que le seul intérêt d'un personnage féminin réside dans sa poitrine. Ce qui nous fait nous poser une question, le personnage de Power Girl est-il insultant envers les femmes ? Un bon nombre de personnages féminins sont représentés comme des figures fortes, charismatiques et, disons-le, carrément badass. Je peux vous citer Black Widow ou Harley Quinn, qui, si elles ont effectivement des mensurations peu crédibles, n'en sont pas moins des personnages cool avec une vraie personnalité. Reste que bien des protagonistes féminins sont dessinés comme des symboles sexuels ambulants avec des pouvoirs sympatoches, mais globalement incapables d'ouvrir une porte sans faire une danse du ventre. Pour ma part, je lis pas mal de comics et je ne peux que me réjouir de voir que les personnages féminins, bien que moins nombreux que leurs homologues masculins, sont très présents dans les productions actuelles, toutes maisons d'édition confondues. Cette représentation de la femme, on peut l'expliquer par le très faible taux d'employés féminines dans ces fameuses maisons d'édition. Selon une étude publiée en août 2014, DC emploie ainsi 10,1% de femmes et Marvel 12%. Mais je pense que le monde du comics souffre des mêmes maux que le monde du jeu vidéo, à savoir que les éditeurs ont une idée bien précise de leur public qui est totalement déconnectée de la réalité. De la même façon qu'un certain nombre d'éditeurs de jeux vidéo continuent de voir leur public comme un tas de préadolescents qui ne sont là que pour voir du nichon et de la fesse, il est possible que les super-héroïnes continuent d'être représentées comme des sex-symboles parce que les maisons d'édition voient leurs lecteurs uniquement comme de jeunes hommes hétérosexuels et obsédés. Ce qui est légèrement insultant. Ouais, je suis pas jeune moi. Merci Ginger. Donc ça va, les super-héroïnes sont au final bien traitées dans les comic books. Eh bien, je suis aussi de cet avis. Ça n'a pas toujours été rose et Ginger vient de nous montrer que des écueils subsistent bel et bien. Mais globalement, à l'heure actuelle, DC et Marvel sont plutôt bienveillants à l'égard des femmes. En tout cas, elles sont bien mieux traitées dans ces comics que dans d'autres médias populaires. Allô? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? On regrettera juste que le bonnet C ou supérieur soit un critère obligatoire pour faire équipe avec un Superman ou un Captain America. Ah et oh, avoue que t'aimes bien mater quand même. Ah mais, tu connais la nouvelle Power Girl? La nouvelle Power Girl? Oui, elle. Et regarde où... Salut à toi. Vaste sujet que je vais aborder aujourd'hui, alors ne perdons pas plus de temps. Aujourd'hui, je vais te parler de Power Girl. Amiral Pator, Amiral Pator! Qu'y a-t-il, Smimis? Encore une anomalie due à un trou noir. Je crois que nous avons remonté le temps jusqu'au 21e siècle. En l'an 2015 plus précisément. Eh bien, ce n'est pas grave. Activez le convecteur temporel et rentrons à notre époque. Mais amiral, on a peut-être altéré le cours de l'histoire. Vous savez, la fameuse théorie du chaos, si un voyageur du temps tue ne serait-ce qu'un papillon, la succession de causes et conséquences qui en résultent pourrait tout bouleverser. Ne vous inquiétez pas, Smith et Saucisse, il n'y a pas de papillon dans l'espace. Amiral, Hans Glorg d'Andromède nous attaque. Eh bien, atomisez-le et rentrons à notre époque.
là, je suis sûr que tu te demandes « Mais enfin, pourquoi il me parle d'une héroïne de 3ème zone dont tout le monde se fout ?» Eh bien justement, je t'en parle parce que c'est une héroïne de 3ème zone dont tout le monde se fout, et puis parce que parler des héros pas connus, ça me donne l'air d'en savoir beaucoup sur les comics. Plus sérieusement, d'autres raisons m'ont évidemment poussé à m'intéresser davantage à ce personnage de l'univers DC. Déjà, c'est une héroïne, adulte, elle a un lien de parenté avec Superman assez particulier puisqu'elle en est sa cousine, enfin, la cousine d'un Superman d'une terre parallèle. J'aime bien les couleurs de son costume, et pourtant je trouve que c'est un des designs de costumes les plus moches que j'ai jamais vu. Ceci dit, Power Girl est un personnage intéressant à prendre comme point de départ de cette vidéo puisque, tu l'auras sûrement remarqué, En même temps, on voit que ça. Power Girl possède une énorme perte. Vous voyez, amiral, nous avons modifié la réalité. J'ai vérifié dans nos archives et il se trouve que dans notre réalité originale, cet homme présentait ceci. Power Girl est un personnage intéressant à prendre comme point de départ de cette vidéo puisque j'ai décidé de te parler continuité et rétro-continuité. Et alors? Mais ce n'est pas le sujet dont il parle dans cette nouvelle réalité. C'est affreux, énormément d'autres choses ont pu changer entre 2015 et maintenant. Nous avons altéré le cours du temps. Taisez-vous, Smithsus, et rediffusez le sujet précédent, c'était diablement intéressant. À vos ordres, amiral. Ceci dit, Power Girl est un personnage intéressant à prendre comme point de départ de cette vidéo puisque, tu l'auras sûrement remarqué, En même temps, on voit que ça. Power Girl possède une énorme paire de... Et de là m'est donc venue cette réflexion, mais les femmes dans les comics ont toujours de gros seins, enfin sauf les petites filles et les adolescentes, quand même. Et de là m'est donc venue cette question. Tiens, mais comment sont traitées les femmes dans les comics? Alors, j'avais déjà ma petite idée sur la question. Une idée qui, après de multiples recherches et discussions, s'est plutôt confirmée. Mais on va le faire dans l'ordre. Tout d'abord, il est hors de question que je te fasse un cours magistral et exhaustif sur la situation de la femme dans les comic books. Déjà parce que cette vidéo durerait trop longtemps pour pouvoir être hébergée sur YouTube. Et puis parce que je m'en tiens à mon domaine de compétence qui est les comics de super-héros. Et en particulier ceux des Big Two que sont Marvel et DC. Donc, histoire de faire un titre exhaustif, quelle est aujourd'hui la situation des super-héroïnes dans les comic books de super-héros les plus mainstream, à savoir les super-héroïnes de chez Marvel et DC Comics, sachant que je suis un peu plus calé dans le DCverse et qu'il faut rattacher ça d'une manière ou d'une autre à Power Girl. Alors, ne t'en fais pas, toi, viewer féminin qui regarde cette vidéo avec une pointe d'angoisse. Je sais et je vais rester correct. Hors de question de faire ici quelques blagues vaseuses ou déplacées. Cette vidéo est diffusée dans un cadre de respect Oh non. Tu sais, Phil, je pense que ceux qui ne te connaissent pas ne comprennent pas pourquoi je réagis comme ça. Ils vont comprendre très vite, puisqu'ils en sont capables. Elle, par contre... Ok, donc c'est parti. Déjà, on va vite faire reposer les bases, ça fait jamais de mal. En 2 mots, qu'est-ce que le féminisme? Et non, Phil, ce n'est pas à toi que je pose la question. On va laisser une experte répondre à ta place. Ginger? J'aurais préféré que tu préviennes, en fait. Bon... Le féminisme est un mouvement qui milite pour l'amélioration et l'extension du rôle et des droits des femmes dans la société. Merci Ginger, bien sûr, tu interviens quand tu veux. Je te laisse avec Phil au bon soin de mon moi du futur qui monte l'épisode. T'inquiète, je gère. Alors, maintenant qu'on a rappelé les bases, une petite rétrospective s'impose. Partir à l'origine des super-héros américains, c'est revenir en cette belle année 1938, à la naissance du premier super-héros, Superman. Pour rappel, on pourra toujours chipoter, et dire qu'il existait des super-héros avant lui. Mais on dit aussi que l'invention du cinéma, c'est français, alors que les frères Lumière n'ont fait qu'inventer un système de diffusion de masse sur quelque chose qui existait déjà auparavant. Le super-héros est autant américain que le cinéma est français. De 1938 à nos jours, j'ai donc divisé la représentation des super-héroïnes dans les comics à 4 périodes. Mais ça, c'est l'analyse à Bibi, hein. T'en feras ce que tu voudras. Première période, de 1938 à 1954. C'est l'âge d'or des super-héros. Une nouvelle pop culture rafraîchissante émerge en même temps que la guerre. Les comics sont vendus à l'appel, les super-héros déclinés de toutes les façons possibles, et les lectrices en consomment en masse. Oui, j'ai dit les lectrices. À cette époque, ce sont davantage les filles qui lisent des comics. Car nous les hommes, nous nous abaissons pas à ce genre d'idiotie. On est bien trop occupés à sauver votre petit cul de la menace nazie, ingrate. À cette époque, qu'elles soient issues de la haute société ou de la classe ouvrière, des super-héroïnes comme Phantom Lady, Miss Fury ou encore Black Canary sont des femmes fortes et déterminées à faire régner la justice à l'instar de leurs homologues masculins. Tout y est. La baston, les enquêtes, l'identité secrète, le costume sexy. Je te conseille par exemple de lire le numéro 41 d'All Star Comics. Disponible dans l'anthologie des super-vilains chez Urban Comics. Ce récit date de 1948 et est appréciable au regard du traitement de Black Canary dans cet épisode. La société de justice, qui
réunit des héros comme les premiers Flash et Green Lantern, Wonder Woman et donc Black Canary. Tombe dans un piège du gang mondial de l'injustice. Et c'est Black Canary qui sauve ses collègues de ce traquenard, faisant d'elle la véritable héroïne de l'épisode. Et pourtant, cette victoire ne repose en aucun cas sur le fait qu'elle soit une femme. D'ailleurs, et c'est ça que je trouve génial, il n'est fait aucune fois référence au fait qu'elle soit une femme. Elle est vraiment traitée à l'égal des hommes. Un super-héros sauve d'autres super-héros, point. On a là un parfait exemple de féminisme. Si ce mot te fait peur, tu peux le remplacer par anti-machiste, mais bon... Et pourtant, je te rappelle qu'on est en 1948. Mais si tu recherches une super-héroïne qui a été créée dans le but précis de représenter un idéal féminin auquel les petites filles peuvent s'identifier, tu as la plus connue des super-héroïnes... La reine Maëve! Putain, Phil! Bah quoi, c'est mon idéal féminin, moi! Je te parle d'une héroïne créée en 1941. La plus connue. Ah, Wonder Woman! T'es vraiment pas marrant, hein? Tiens, petite expérience. Si je te demande de me citer les créateurs de Superman, tu me dis... Jerry Siegel et Joe Shuster. Et ceux de Batman? Bob Kane et Bill Finger, bien sûr. D'accord, et si je te demande qui a créé Wonder Woman? Mais c'est vrai qu'on se souvient beaucoup moins de lui. Ou peut-être... d'elle. Non, de lui. Wonder Woman a été créée par William Moulton Marston, aidé par Harry George Peter pour les dessins. Retiens ce nom, William Moulton Marston. Et pas seulement parce qu'il a créé Wonder Woman, il est aussi le créateur du premier détecteur de mensonges. Ouais. Et qu'il a vraiment eu un mode de vie... particulier. Certains diraient même avant-gardiste. William Moulton Marston est un docteur en psychologie, défenseur de la cause féministe et qui prenait le contre-pied de la majorité intellectuelle de l'époque en avançant l'idée que les comics pouvaient être utilisés comme support éducatif. Mais là où son rapport aux femmes sort vraiment de l'ordinaire, c'est qu'il partageait sa vie avec 2 femmes. Quoi? Oui, et elles étaient instruites, puisqu'elles ont chacune suivi de longues études, ce qui était plutôt rare pour une femme à l'époque. Ouais, on savait les tenir en ce temps-là. Il entretenait donc une relation ouverte et assumée par tout le monde, que ce soit par sa femme Elizabeth Holloway, que par sa maîtresse, Olive Byrne. Cette dernière était très proche du mouvement du contrôle des naissances qui prenait l'accès, la légalisation et l'éducation des citoyens à la contraception. Je te rappelle qu'on est dans les années 40 là. Ce ménage à 3 devint donc un ménage à plein. Quoi? Tu vas pas me dire qu'il avait tout un harem en plus? Non, il a juste eu des enfants avec 2 femmes qu'il respectait, qui le respectaient et qui se respectaient. D'ailleurs, à sa mort en 1947, ces 2 femmes resteront ensemble avec leurs enfants sous le même toit. Ouais. Marston avait vraiment une grande considération des femmes. Il a notamment déclaré que les femmes sont destinées à diriger le pays tant sur le plan politique qu'économique, et cela se produira dans les 100 prochaines années. Il a dit ça quand? En 1937. Bah alors les gonzesses, vous êtes où? Il vous reste plus que 22 ans, faut vous bouger, hein. Oh... Wonder Woman est donc une nouvelle représentation de la femme forte et indépendante qui est visuellement moins érotisée que ses comparses de l'époque. Aussi forte que Superman, elle combat aussi la menace nazie et sauvera à plusieurs reprises son love interest, Steve Trevor. Oui, ici les rôles sont inversés et les caricatures éloignées. Et d'ailleurs, elle arrivera plusieurs fois à dépasser les ventes de son homologue masculin, Superman. Bon, voilà le contexte de départ. La représentation de la femme à cette époque est plutôt positive, malgré des accoutrements déjà exagérés le plus souvent. Puis, la guerre se termine et les super-héros passent de mode. C'est la fin de l'âge d'or. Oui, mais nos super-cibles préférés vont retrouver un nouveau souffle à partir de 1956. Exact, c'est le début de l'âge d'argent, et de la deuxième période que j'ai repérée. Et c'est sensiblement à cette période, plus précisément en 1954, qu'un super-vilain tout à fait réel fait son apparition. Un homme qui pourrait bien être la némésis de William Moulton Marston. J'ai nommé l'immonde Frédéric Wertham. Ah oui, tu parles du psychiatre qui racontait que si Batman et Robin faisaient des missions ensemble en collant, c'est parce qu'ils étaient pédés? Je l'aurais pas dit comme ça, mais ouais, c'est lui. Dans son bouquin Seduction of the Innocent, Wertham va même plus loin, énonçant à propos de Wonder Woman: pour les garçons, Wonder Woman est une image effrayante. Pour les filles, elle est un idéal morbide. Wonder Woman a sa propre bande de groupies. Ses adeptes sont les Holiday Girls, c'est-à-dire des filles homosexuelles. Wonder Woman se réfère à elle en disant « Mes filles, leur attitude vis-à-vis de la mort et du meurtre mélange la sensibilité des crimes comics et la timidité de douces petites filles. » Oui, en inuit, Wertham signifie Monsieur Caca. Et de là naît le fameux Comics Code Authority, qui vise à ne plus publier que des récits politiquement corrects. Et quand je dis politiquement correct, c'est un euphémisme, puisque outre la violence moins démonstrative, la nudité interdite et les formes provocantes complètement cachées, DC en arrive même à réprimer le genre féminin. Je cite: « L'inclusion des femmes dans les histoires est spécifiquement déconseillée. Les femmes, lorsqu'elles sont utilisées dans la structure de l'intrigue, doivent être d'une importance secondaire. » Alors on peut plus voir de Lolo? Ah ouais, alors toi c'est la seule chose qui t'emmerde là-dedans. Évidemment que non. Ah bah quand même. J'aime bien voir une belle cuisse de temps en temps aussi.
Ah. Bon, du coup, quand les personnages féminins ne sont pas occupés à faire du shopping ou à rêver d'un bel homme avec une bonne situation et une belle baraque, elles peuvent quand même combattre le crime. Mais c'est surtout pour faire comme leur mari, plus que par besoin idéologique de rendre justice. D'ailleurs, Batwoman est créée à cette époque en juillet 1956. Et alors que Batman se bat avec des batarangs et un grappin, Batwoman, elle, se sert de super gadgets fashion, comme du rouge à lèvres à fumigène, ou un parfum lacrymogène qu'elle garde dans son sac à main. Pour rester belle en toutes circonstances. Sois belle et tais-toi, c'est ça? Ah bah non, comment tu veux qu'elle me demande ce que je veux manger le soir si elle parle pas? Bref, de 1954 à 1967, c'est donc la période de la femme au foyer, destinée à un mari pour lequel elle devra se montrer aimante et serviable. Mais il se passe quoi en 1967? Eh bien c'est le début de la troisième période, marquée par l'arrivée d'un autre personnage de la Bat Family. Car même si Batwoman est représentative d'idées conservatrices et réactionnaires qui paraissent totalement aberrantes aujourd'hui, quoique, eh bien la femme libérée et débrouillarde qui ira à l'encontre de cette idée n'est autre que Batgirl. On assiste alors à l'émergence de deux tendances. Tout d'abord, c'est un retour de la femme libérée et indépendante, à l'instar de Black Widow chez Marvel, ou Batgirl chez DC justement. Black Canary est toujours là, avec son caractère bien trempé. Elle est à cette époque mariée à Green Arrow, qu'elle remet souvent à sa place lorsqu'il se risque à quelques réflexions de faux gentleman. Mais on a aussi Wonder Woman qui se voit à l'époque privée de ses pouvoirs pour devenir une sorte d'espionne maîtresse en arts martiaux. Ouais. Je t'ai dit qu'on était en 1968 là. Officiellement, elle a ouvert une boutique de mode. Et oui, certains clichés restent tenaces à cette époque. Attends une minute! Quoi? Tu me parles de plein de personnages là, mais j'arrive pas trop à les situer par rapport à ton thème. C'est-à-dire? Bah, j'arrive pas à savoir si elles ont des petits ou des gros lolos. Non mais c'est pas ça le thème. Le thème c'est les super-héroïnes dans le... Il me faut un boubomètre. Un quoi? Un boubomètre avec l'âge de l'héroïne en abscisse et la taille des pamplemousses en ordonnée. Mais t'es un grand malade, toi. Bon, en tout cas, Power Girl, elle est facile à placer. Bon, allez, enchaîne. T'attends que tes spectatrices soient ménopausées ou quoi? Bon. La deuxième tendance née à cette époque est beaucoup moins positive envers la gente féminine, que ce soit dans les idées qu'elle véhicule que dans le sort réservé à ces femmes. Je vais prendre l'exemple de deux histoires pour te montrer ce qui cloche. On a tout d'abord le numéro 83 des Avengers publié en décembre 70. Il nous présente les Libératrices, une sorte d'équipe de vengeurs exclusivement féminine composée de la Guêpe, Black Widow, Medusa, Scarlet Witch et une nouvelle venue, Valkyrie. Alors comme ça, on pourrait dire qu'une nouvelle équipe de vengeurs, ou plutôt de vengeresses, est plutôt une bonne idée. Sauf que la création de cette équipe se fait au détriment des vengeurs d'origine. Pire encore, Valkyrie se révèle être leur ennemie, l'enchanteresse, qui veut prendre le pouvoir sur les hommes. Chez DC, on a plus ou moins le même propos dans le récit Comment combattre un cauchemar. Un récit du tandem culte Green Lantern Green Arrow. Un tandem mené par Dennis O'Neil et Neil Adams qui ne cesse de confronter l'Amérique à ses propres contradictions. Comme les dangers de la drogue, les sectes, les inégalités en tout genre. J'en ai déjà parlé dans le numéro 5 de Voilà de quoi je te parle, à voir ici. Des Amazones, dupées par un sorcier, cherchent à prendre leur revanche sur les hommes. Il faudra l'intervention de Black Canary pour leur montrer que non, tous les hommes ne sont pas des salauds machistes. Bref, quand elles ne se font pas mener en bateau, les femmes de ces récits ont juste un esprit trop obtus pour avoir une bonne morale. Elles cherchent justement à se rebeller alors que la logique voudrait que la femme devienne l'égale de l'homme et pas sa supérieure. Ce qui est bien avec le montage, cher viewer, c'est que je ne suis pas obligé de te faire subir ces conneries. Pourtant, leurs constats ne sont pas mensongers. À cette époque... Non. Pourquoi je dis à cette époque? Il y a bien un problème d'égalité homme-femme, d'un machisme ambiant d'une manière générale que ces histoires veulent relever. Mais les solutions que ces personnages proposent, à savoir une domination des hommes par les femmes, sont complètement à mettre à leur discrédit. C'est en quelque sorte l'arrivée des féminazis dans le monde des comics. À côté de ça, les tenues de ces dames deviennent plus légères, plus sexy, les formes plus généreuses, et au tout début de l'année 1976, dans le numéro 58 d'All Star Comics, débarque Power Girl. Jerry Conway l'a imaginé, Rick Estrada et Wally Wood l'ont dessiné. À l'instar de Black Canary, Power Girl est une femme au fort caractère, touchant du doigt l'espoir d'un monde dans lequel hommes et femmes seraient placés sur le même pied d'égalité. Mais Power Girl souffre